bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour notre rentrée saison 2017-2018 qui est fait débat au Tempus Historiae. Vous pouvez évidemment adhérer à l'association si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Vous pouvez suggérer des thématiques aussi pour les prochains cafés, on a tout ce qu'il faut. Vous pouvez venir me voir. Bon, je vous fais passer si vous voulez être inscrit à la mailing list, si vous voulez suggérer des thématiques. Alors peut-être commencer juste par indiquer que voilà, après des années de bons et loyaux services, deux membres historiques de notre bureau ont quitté leur fonction, mais pas l'association évidemment. Et je vais donc juste vous présenter monsieur le trésorier désormais, Johan Soliaren, qui est tout caché. Viens. Regarde, le peuple t'acclame. Et du vol tout de suite. Et donc notre nouveau secrétaire également, M. Gilles Ichambé. Ichambé ? Regarde. Pas moi. Tu dis comme tu veux. Tu dis comme tu veux. Alors je vais donc commencer par vous faire une petite introduction sur la thématique de ce soir, la Révolution russe, puisque évidemment nous en célébrons le centenaire cette année, donc à 2 jours près et à un calendrier près, on était sur les 100 ans en pile, et je vais déjà essayer de donner une petite note littéraire à la soirée, si j'arrive à ouvrir mon livre. Évidemment pas à la bonne page. Le premier geste de Lénine sur le sol russe est caractéristique. Au lieu de s'intéresser aux hommes, il se jette d'abord sur les journaux. Cela fait 14 ans qu'il n'a pas foulé le sol russe, qu'il n'a pas vu la terre natale, le drapeau de son pays, les soldats. Mais cet idéologue d'acier ne fond pas en larmes comme les autres. Il n'embrasse pas comme les femmes les soldats surpris par un tel comportement. Le journal, d'abord le journal, la Pravda, pour examiner si cette feuille qui est la sienne suit avec assez de fermeté la ligne internationaliste. Furieux, il froisse le journal. Non, ce n'est pas assez. C'est encore du chauvinisme, encore du patriotisme. Ce n'est pas encore la révolution pure au sens où il l'entend. Il était temps qu'il vienne, il le sent, pour renverser la vapeur et pour imposer l'idée de sa vie jusqu'à la victoire ou la défaite. Mais y parviendra-t-il? Dernières inquiétudes, dernières angoisses. Miliukov ne le fera-t-il pas arrêter tout de suite à Petrograd? C'est ainsi qu'on appelle encore la ville, mais plus pour longtemps. Les amis qui nous rejoignent dans le train, Kamenev et Staline, ont un sourire étrange et mystérieux, dans le compartiment de 3e classe obscure, pauvrement éclairé par un morceau de bougie. Ils ne répondent pas, ou ne veulent pas répondre. Mais la réalité, elle, va apporter une réponse fabuleuse. Lorsque le train pénètre dans la gare de Finlande, l'immense place devant la gare est remplie de dizaines de milliers d'ouvriers. Des gardes d'honneur, des différentes armes. Attendent celui qui revient d'exil. L'international retentit. Et au moment où Vladimir Ilyich Ulyanov s'avance sur la place, l'homme qui avant-hier encore habitait chez le cordonnier est aussitôt saisi par des centaines de mains et hissé sur une automobile blindée. Des toits des maisons et de la forteresse, des projecteurs sont braqués sur lui. Et du haut de l'automobile blindée, il adresse son premier discours au peuple. Les rues frémissent. Les 10 jours qui ébranlèrent le monde vont bientôt commencer. Le projectile a atteint son but et il va détruire un empire, un monde. Voilà, donc, j'avais terminé l'année dernière avec Les très riches heures de l'humanité de Stefan Zweig. Je rouvre cette saison avec le même ouvrage. Mais évidemment, on peut, si Lénine est le premier personnage auquel on pense spontanément à l'évocation de la Révolution de 1917, la Révolution de 1917 ne peut pas être expliquée seulement par Lénine. Et je vais donc me charger de faire une petite introduction chronologique. Commencer par rappeler que la politique en Russie a une certaine tradition de violence, disons. Pour se cantonner au XIXe siècle, le tsar Paul Ier avait été assassiné en 1801 par un complot d'officiers. Paul Ier qui avait relancé un débat sur l'idée d'un assouplissement des règles du servage, entre autres. Un quart de siècle plus tard,
C'était l'insurrection des décembristes, des décabristes. 3 régiments qui se révoltent, poussés par des idéaux libéraux. En 1881, le tsar Alexandre II est assassiné par un groupe anarchiste, Narodnaya Volia, volonté du peuple. Groupe anarchiste qui lui-même était une scission d'un autre groupe anarchiste encore plus extrémiste. Bref, tout ceci pour dire que le 19e siècle, l'histoire politique russe du 19e siècle est assez violente et que le régime tsariste est pour le moins contesté, avec quelques débats qui secouent la vie politique russe tout le long du siècle, entre autres autour de la question du servage et les mises en place de réformes qui garantissent une certaine liberté d'opinion, d'expression, et aussi la question de la Constitution qui revient de manière très récurrente. Une belle faute de frappe. Pour autant, si le régime est contesté, on constate également que cette contestation est extrêmement fragmentée. C'est-à-dire qu'il y a absolument toutes les tendances qui sont représentées dans une même hostilité au tsar, que ce soit des opposants assez réformistes, plutôt modérés, des constitutionnels démocrates, des opposants nationalistes, notamment aussi du fait même de l'empire tsariste qui comprend des nationalités variées, des sociodémocrates qui vont ensuite se diviser entre mencheviks et bolcheviks, et encore des socialistes révolutionnaires et donc encore des anarchistes. Tout ça pour dire que c'est donc assez compliqué. En 1905, c'est un premier coup de semonce. À partir de janvier 1905, une série de manifestations qui montrent une hostilité croissante à l'égard du régime, bien alimentée par les sociodémocrates de Lénine. L'armée intervient de manière violente, ce qui va provoquer ensuite une série de grèves tout au long de l'année, et des révoltes qui éclatent notamment à partir d'octobre jusqu'à la fin de l'année, octobre 1905, et y compris d'ailleurs dans ces fameuses provinces qui sont indépendantistes, que ce soit en Finlande ou en Pologne, entre autres. Donc cette série de mouvements se solde par une sorte de demi-échec, puisque le régime va accorder toute une série de concessions, étant assez mis en danger, notamment du fait d'une perte de prestige. La Russie vient de perdre contre le Japon. Du coup, ils se sentent obligés de faire une série de concessions. Et seule une fraction la fraction la plus extrémiste souhaite continuer le combat et finit par être matée. Mais c'est important quand même de souligner le rôle de 1905, puisque beaucoup y voient une sorte de répétition. On voit un petit peu le fait que les sociodémocrates, entre autres, enfin le Parti social-démocrate, a une certaine influence dans les milieux ouvriers, etc. Survient la Première Guerre mondiale, qui finalement va provoquer l'effondrement du régime tsariste. Le prestige du tsar est amoindri depuis 1905. Les revers qui sont connus par l'armée russe au début de la guerre vont aussi participer à cet effondrement. Même s'il y a quelques succès en 1916, globalement l'opinion publique russe est plutôt pacifiste. Le régime est remis en cause et mi-février 1917, on va assister à des premiers accrochages suite à des mouvements de grève. Finalement, la troupe va intervenir, mais elle va ensuite se mutiner. Une partie des troupes va rejoindre le camp des manifestants et des grévistes. Et finalement, un gouvernement provisoire est proclamé, qui est dans un premier temps soutenu par vraiment un panel très large de la sphère politique russe. Donc socialistes révolutionnaires, mencheviks, bolcheviks, eux vont essayer d'instaurer une autre forme de gouvernement avec un soviet. Et dans ce contexte, le tsar est amené à abdiquer au profit de son frère, qui lui aussi abdique. Et finalement, donc, un gouvernement provisoire plutôt libéral est constitué. Alors, pour autant, la situation va vite dégénérer. En avril, Lénine revient en Russie, il est en Suisse. Donc il rentre à Petrograd et il va organiser les bolcheviks contre le gouvernement provisoire. Même à l'intérieur même du gouvernement provisoire, il y a beaucoup de tendances divergentes qui ont tendance à provoquer aussi des scissions.
Et Lénine va profiter de la situation pour lancer le fameux mot d'ordre « tout pouvoir aux soviets ». Donc les soviets sont l'autre forme de gouvernement qui est proposée par, on va dire, les socialistes plus radicaux. Le gouvernement provisoire essaye de continuer la guerre, qui était une des causes principales de la chute du régime tsariste. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à mettre en forme des réformes libérales, mais ils essayent de tenir la parole qu'ils avaient donnée aux Alliés, de continuer le conflit à leur côté. Ce qui le rend forcément assez impopulaire, et les bolcheviks vont en profiter pour mettre en place, les bolcheviks les plus durs, mettre en place un comité militaire révolutionnaire proclamé par Lénine et Trotsky au sein du Soviet de Petrograd. Et dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917, là je pars avec le calendrier julien, donc, voilà, en fait c'est début novembre dans le calendrier grégorien, Trotsky va lancer le coup de force, va donner le mot d'ordre, et les bâtiments les plus importants tombent aux mains des bolcheviks. Là, forcément, la prise du palais d'hiver. En réalité, il y a eu très peu de combats. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à très vite maîtriser la situation. Et le lendemain, Trotsky annonce la dissolution du gouvernement provisoire à l'occasion du congrès des soviets. Ils avaient fait exprès d'organiser le coup de force juste la veille pour forcer la décision. Une partie des socialistes, y compris les socialistes révolutionnaires, vont considérer que c'est une prise de pouvoir illégale et vont décider de quitter ce soviet. Une autre partie, les bolcheviks et une petite fraction des socialistes révolutionnaires va dans un premier temps continuer à exercer ce pouvoir. À la suite de cette révolution d'octobre, évidemment, il va y avoir une guerre civile très dure en Russie. Les bolcheviks vont en gros essayer d'évincer tous les autres. Les bolcheviks les plus durs vont essayer d'évincer les autres formes de socialistes, et notamment Lénine, qui est assez intransigeant, avec donc l'idée de vraiment donner dans un premier temps le pouvoir à des soviets qui sont vus comme un moyen détourné un petit peu aussi parfois d'obtenir l'adhésion des masses, que ce soit paysannes, ouvrières ou militaires. Dans un premier temps, les partisans du gouvernement provisoire vont être évidemment les premiers opposants du régime, mais ils sont ensuite rejoints par la majorité des socialistes révolutionnaires, les mencheviks et aussi une fraction des anarchistes. Et finalement, c'est l'hiver 1917-1918 que tout ça se met en place, et la guerre fait rage ensuite pendant plusieurs années. Dans le même temps, puisque l'Empire s'effondre un petit peu, donc les nationalistes, notamment finlandais, mais aussi ensuite ukrainiens, dans le Caucase, bref, les marges de l'Empire ont tendance à essayer d'obtenir l'indépendance, parfois avec le soutien de puissances étrangères qui ne voient pas d'un très bon œil, évidemment, la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire en Russie. Il y a des armées blanches qui sont constituées, donc plutôt partisans de la monarchie, ou éventuellement d'un gouvernement en tout cas plus modéré. Donc là, les plus connus, Denikin au sud, Yudenich au nord-ouest, Kolchak en Sibérie, qui va réussir à récupérer une fraction de la Légion tchèque. Bref, c'est assez hétéroclite. Semyonov qui est soutenu par le Japon en Extrême-Orient, et le fameux baron Ungern, qui est un personnage assez particulier, un petit peu excentrique, disons, qui lève aussi une armée en Mongolie. Et donc, il va y avoir des combats qui durent jusque 1923 pour les Toulériens. En plus des armées blanches, il y a aussi un jeu finalement à plusieurs bancs, puisque il y a aussi des armées vertes et, dans une certaine mesure, des groupes anarchistes. Donc les armées vertes, ce sont, on va dire, plutôt initialement des groupes presque d'autodéfense, qui se constituent plutôt dans les zones plus campagnardes, qui essayent de protéger leur territoire. Et les anarchistes, bon, le plus connu évidemment c'est maintenant, toutes ces armées vont avoir tendance à changer d'allégeance un petit peu au gré des opportunités et essayer de défendre leurs intérêts. Tout ceci va complexifier évidemment la donnée. En plus de ça, en plus de la guerre civile, on assiste à la guerre des frontières, parce que Lénine est dans l'idée d'une révolution internationale,
Donc essaie de provoquer un jeu de domino, faire propager la révolution en dehors de la Russie, dans un premier temps en tout cas. Il va y avoir des soulèvements socialistes, notamment en Allemagne, après la chute de l'Empire, avec évidemment l'épisode spartakiste en janvier 1919 à Berlin. Forcément, il y a des interventions étrangères aussi pour essayer de lutter contre cette expansion bolchevique. Donc les Alliés vont intervenir aussi bien sur le front de l'Ouest, en ravitaillant l'armée de Dénikin au sud, en intervenant plus directement au nord, côté de Mourmansk, et en Extrême-Orient, les Japonais interviennent également, etc. Donc, et même finalement, les Allemands qui avaient permis à Lénine de traverser le territoire de l'Empire en 1917 vont se mettre plutôt se positionner contre les révolutionnaires et soutenir certaines armées, notamment en Ukraine. En plus de ça, comme je le disais tantôt, les minorités ont tendance à essayer d'en profiter pour récupérer leur indépendance. Et il y a des combats très violents, que ce soit dans les pays baltes, en Ukraine, et ensuite aussi la Pologne qui renaît de ses cendres va aussi participer à la guerre des frontières contre l'URSS. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on constate que là aussi, il y a énormément de fractionnement, puisque par exemple Piłsudski, le général polonais le plus connu, est en fait un ancien membre de groupuscule anarchiste du temps de l'Empire tsariste et vers un passé plutôt socialiste révolutionnaire. Donc, énormément de ces militants, que ce soit baltes ou polonais, ont aussi eu un passé socialiste, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit du coup que l'idée internationaliste se heurte aussi au sentiment national renaissant. Dernier aspect que j'aborde brièvement, ce qui est intéressant aussi, c'est que la révolution, très rapidement, étant donné que le régime a besoin de s'appuyer d'essayer de stabiliser son pouvoir sur le pays, va mener une sorte de guerre de l'image. Et la révolution, forcément, est un instant fort sur lequel les œuvres de propagande peuvent s'appuyer. Et entre autres, la révolution de 1917 est vraiment extrêmement célébrée. Et le 10e anniversaire en 1927 est l'occasion de faire plein de films de propagande, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a à la Cinémathèque un cycle sur le cinéma soviétique. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que donc, demain soir, il y a Moscou en octobre, et le réalisateur, Boris Barnett, nous dit « La révolution d'octobre est déjà, sous bien des aspects, devenue une belle légende. C'est pourquoi il nous a semblé possible de nous écarter parfois de l'exactitude historique pour donner un éclairage plus fort sur tel ou tel événement. » Donc, ça, c'est en 1927. Alors pour autant, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, d'un point de vue culturel, certaines voix discordantes peuvent aussi s'exprimer, avec une relative liberté. Donc, le cas de Mikhail Bulgakov, qui a écrit un livre qui s'appelle La Garde Blanche, qui offre un point de vue, disons, plus modéré, avec des héros qui sont plutôt issus de la bourgeoisie, libérale certes, et finalement, même si, in fine, il ne peut pas faire une très grande carrière fait de parfois certains positionnements un peu trop compliqués pour le régime. En tout cas, il arrive à publier, il est reconnu par la critique dans les années 20. Voilà, mais je vais laisser Anthony Cambron, professeur agrégé d'histoire, titulaire d'un master d'histoire contemporaine de l'université de Toulouse-Le-Mirail à l'époque, prendre le relais pour évoquer justement la répression dans une certaine mesure suite à la Révolution. Bonsoir à tous. Donc, après cette petite introduction générale par Quentin, j'ai pour ma part décidé de vous parler de ce que je connaissais le mieux, qui est donc plutôt le volet répressif de la révolution russe et du système soviétique. Et donc j'ai plutôt décidé ce soir de vous parler d'atrocités. Voilà. Donc, le goulag avant le goulag, la mise en place des camps de travail forcé en URSS de 17 à 1930. Alors créé en 1930, le goulag, qui est donc l'abréviation de l'administration principale des camps,
demeure aujourd'hui un des symboles de l'arbitraire répressif stalinien. Or, le camp de concentration n'est pas le fait de Staline. Il avait été pensé dès l'époque de Lénine. Staline n'a en réalité fait que le reprendre et le généraliser. Alors, cette difficulté à se représenter la déportation et le travail forcé en URSS dans les années 20 se reflète dans l'historiographie où les ouvrages consacrés au camp du Goulag évacuent en général cette période d'une dizaine d'années en une petite vingtaine de pages introductives. Donc, un exemple très très récent qui est le petit volume paru à la découverte il y a tout juste quelques semaines de Marc Kelly et Juliette Cadeau qui traite de l'avant-Staline très très rapidement en seulement quelques paragraphes, alors que tout un chapitre est justement intitulé « Le Goulag après le Goulag » et qui traite donc de l'après-Staline. Où est donc passé le Goulag avant le Goulag? Pourtant, les vagues de déportation sont très anciennes. D'ailleurs, Solzhenitsyn, quand il tente d'en reprendre la chronologie et de les détailler dans l'archipel du Goulag en 1973, précise que ce qu'il y a de plus difficile, je cite dans cette énumération, c'est de commencer. Alors, en effet, l'exil administratif, soit l'exil prononcé par les autorités sans jugement ni condamnation, est une très ancienne pratique en Russie, puisque sa première notion en droit remonte à 1649. Donc, du XVIIe au XIXe siècle, l'exil est appliqué couramment, car il est vécu comme plus humain que les châtiments traditionnellement réservés, à savoir la peine de mort, la mutilation ou ce qu'on appelait à l'époque la flétrissure, qui était en fait un marquage au fer rouge en général sur le visage. Dans le droit tsariste, impose d'ailleurs le travail forcé à ses premiers déportés, le plus célèbre d'entre eux étant l'écrivain Dostoïevski, qui est par exemple envoyé aux travaux forcés à la forteresse de Tomsk entre 1849 et 1854, après la commutation de sa peine de mort. Vous voyez tout l'humanisme de la mesure. Donc on parle pour cette période de bagne ou katorga en russe, qui est un mot dérivé d'un verbe grec qui signifie la répression. Et donc par ailleurs aussi l'écrivain Tchekhov, le dramaturge, s'est rendu pour une enquête à Sakhaline, île de l'extrême-orient russe, dans les années 1890, justement pour essayer de voir les conditions de vie de ces bagnards. Alors cet exil est naturellement supprimé par le gouvernement provisoire le 26 avril 17, car il est vu comme un des symboles de l'arbitraire autocratique d'une part, mais également car les révolutionnaires, Lénine, Trotsky et Staline en tête, en avaient eux-mêmes fait l'expérience. Donc l'exemple le plus connu c'est bien évidemment Lénine, puisque le pseudonyme est lui-même issu de la déportation, faisant référence à la Léna, qui est le fleuve près duquel il avait été relégué. Alors, ce qu'on peut se demander dans le cadre de cette intervention, c'est voir comment se fait-il qu'un nouveau système de déportation et de travail forcé se développe en Russie soviétique quelques années seulement après l'abolition du bagne, et ensuite, pourquoi ce système se trouve-t-il généralisé à partir des années 1930 ? Donc, pourquoi ce travail forcé se développe-t-il en Russie soviétique entre la révolution d'octobre et 1930 ? Alors, il y a une première raison qui est une justification idéologique. Donc, en effet, dès avant la Révolution, Lénine échafaude des plans pour instaurer ce qu'il appelle un devoir de travail obligatoire qui devrait toucher les riches capitalistes. Donc, après la Révolution d'octobre, l'idée revient devant la véhémence des anti-bolcheviques. Et en janvier 1918, Lénine, excédé, écrit qu'il se félicite, je cite, de l'arrestation des saboteurs millionnaires qui voyageaient en train dans des compartiments de première ou de deuxième classe. Je lui suggère de les condamner à 6 mois de travaux forcés dans une mine. Dans un contexte de guerre civile, émerge petit à petit la définition de ce qu'on va appeler l'ennemi de classe, qui serait un opposant à la Révolution, travaillant au grand jour, ou le plus souvent en secret, qui serait plus dur à débusquer que le criminel classique, et qui serait par nature irréformable, puisqu'il est issu de la société d'Ancien Régime. Donc cet ennemi de classe doit bien évidemment être châtié avec la plus grande sévérité. Donc cette formule a une grande plasticité et justifie des arrestations en tout genre, n'importe qui pouvant être visé s'il est issu
d'une catégorie vue comme intrinsèquement hostile à la Révolution. Donc ça va concerner autant des banquiers que des veufs de marchands, des nobles, des spéculateurs, des anciens gardiens de prison tsaristes, etc. Donc désormais, on condamne non pas pour avoir accompli un méfait, mais bien pour ce que la personne condamnée est ou représente. Ces catégories sociales, considérées comme oisives par nature, ne peuvent bien évidemment s'amender que par le travail. Donc, ce travail forcé, c'est aussi un moyen de sauvegarder, de permettre la construction de l'État socialiste. Donc, en effet, très vite, la supposée opposition de classe se transforme en lutte pour la survie de l'État soviétique dans un contexte évident de guerre civile. Dans le 8 janvier 1921, par exemple, le décret numéro 10 de la Tchéka propose de renforcer la répression à l'égard de la bourgeoisie. Or, nous avons là un paradoxe, puisque si la guerre civile s'achève, la répression, elle, se renforce. Donc, désormais, la construction et la sauvegarde de l'État socialiste resteront les leitmotifs de la répression, alors que les dangers réels se raréfient. En 1926, on a une nouvelle étape qui est franchie avec le remaniement du Code pénal, dont l'article 58 définit enfin ce qu'est l'action contre-révolutionnaire, et elle est définie comme étant toute action tendant à l'affaiblissement de l'État. Donc il s'agit bien évidemment d'une exception large et protéiforme, celle-ci rentre cette fois-ci dans le droit en construction du jeune État soviétique. En effet, ces 14 articles prévoient tout un éventail de peines afin de la réprimer, adaptées à toutes les circonstances. Donc aide à la bourgeoisie pour le paragraphe 4, espionnage pour le paragraphe 6, très largement utilisé, dégradation industrielle pour le paragraphe 7, qui fait des ravages dans le monde du travail, ou même la non-dénonciation et l'inaction avec les paragraphes 11 et 14. Donc l'importance de ces condamnations entraîne la naissance d'une catégorie spécifique de prisonniers, qui sont les prisonniers politiques par opposition au droit commun. Et le droit commun, lui, bien évidemment, dans l'idéologie soviétique, peut être réhabilité, puisque pour les bolcheviks, le crime est motivé par les inégalités de classe, avec un lien évident entre le vol et la pauvreté, par exemple, et destiné à disparaître dans la société socialiste, bien évidemment. Donc cette répartition droit commun politique préfigure la répartition stalinienne. Et cet article sera d'ailleurs étoffé en 1934 et largement utilisé pour condamner des peines de camp sous Staline. Alors, la chasse aux ennemis politiques va s'étirer sur toute la décennie 1920. Donc très rapidement, on peut citer les membres des anciens partis, qui sont tous liquidés en 1921, l'Église orthodoxe et les fidèles trop fervents, mais aussi les prostituées, avec un pic d'envoi en camp des prostituées en 1927, les membres de nationalités s'opposant à l'établissement d'un pouvoir soviétique dans le Caucase, comme les Azéris, les Arméniens, les Géorgiens, les Turkmènes, et bien sûr les trotskistes à partir de 1925, puis les ouvriers, les ingénieurs, dits saboteurs, à partir de 1927-1928, avec un procès à grand retentissement en 1928. En bref, contre tous les éléments s'opposant réellement ou le plus souvent prétendument à l'établissement de la société socialiste. Ceux qui ne sont pas fusillés sont envoyés dans les camps de concentration du GPU afin d'être éduqués par le travail. Donc pour résumer, le projet de bâtir une société nouvelle et le manichéisme des bolcheviks conduisent à la pérennisation de l'utilisation du travail forcé, tout à la fois par la nécessité de bâtir une société nouvelle, puisqu'on va utiliser la ressource servile dans ce but, mais également par la nécessité de défendre cette société nouvelle de ses ennemis, qui là se matérialise avec le volet répressif du travail forcé. Dans ce développement du travail forcé, rendu nécessaire par l'inefficacité des moyens répressifs classiques, donc la prison tout d'abord, si la révolution de février avait repris les prisons tsaristes en les vidant des opposants, c'est par exemple le cas de Nestor Makhno, l'anarchiste ukrainien, qui est libéré de la Boutirka en février 1917. Ces prisons sont reprises sous un jour beaucoup plus libéral. Donc, en échange de l'ancien système, Février va créer une administration centrale des lieux d'incarcération, va mettre en place un personnel dédié, un régime allégé dans les prisons, par exemple il n'y aura plus de restrictions sur les lectures et on va développer les bibliothèques. Donc au 1er septembre 1917, on a 712 lieux d'incarcération en Russie et 36 468 prisonniers. Et c'est un système qui est extrêmement coûteux, puisque 19 millions de roubles sont prévus pour son entretien dans le budget 1917.
Donc, durant la guerre civile, les prisons sont reprises par les bolcheviks et renommées des isolateurs politiques. Vous comprenez bien que prison, c'est un terme beaucoup trop tsariste. Alors, les incarcérés, ce sont avant tout les membres des partis concurrençant les bolcheviks, les socialistes révolutionnaires, les sociodémocrates, les anarchistes, qui ont connu la prison sous le tsar et sont bien organisés, ce qui leur permet de défendre leurs privilèges, tels que les rations améliorées, les promenades sans entrave, la mise à disposition de livres, de revues, de journaux, qui sont privilèges qui sont ensuite progressivement grignotés par les autorités pénitentiaires. Mais ces prisons, pour ces raisons-ci, sont vite jugées comme surpeuplées et insuffisantes par le pouvoir soviétique. Donc bien que vues comme inefficaces, elles sont maintenues en masse jusqu'à la fin des années 20 et servent toujours de sas d'accès au camp du Goulag dans les années 30. Alors un exemple célèbre, c'est la prison moscovite de la Butyrka, de sinistre mémoire, qui était une ancienne forteresse cosaque, et par laquelle sont passés les opposants au régime les plus célèbres, comme Babel, Chalamov, Gizbourg ou Solzhenitsyn. Alors, les nouveaux moyens répressifs également passent par la création d'une politique et de commissions spéciales. Donc, en effet, dans un contexte de guerre civile, on a besoin de créer de nouvelles institutions judiciaires et juridiques afin de passer au-dessus des tribunaux réguliers, qui sont vus comme des institutions bourgeoises et qui en plus ont été désorganisées par la Révolution, et de pratiquer une justice plus expéditive. Donc dès le 26-27 octobre 1917, on a la création de la Tchéka, soit de la commission extraordinaire pour la répression de la contre-révolution à Petrograd, placée sous l'autorité d'un bolchevique polonais fanatique, Félix Dzerzhinsky. Donc son but est, je cite, d'exterminer la bourgeoisie comme classe et d'appliquer la terreur rouge. D'ailleurs, on a entre 10 000 et 15 000 exécutions de 1918 à 1922. Donc cette Tchéka sert également pour le contre-espionnage, ce qui en fait une première forme de police politique. Alors ceux qui sont arrêtés mais ne sont pas exécutés, Dzerzhinsky prévoit dans un discours de février 1919 de créer des écoles de travail afin d'utiliser le travail des personnes placées en état d'arrestation. Et donc la Tchéka s'immisce dans la gestion des nouvellement créés camps spéciaux. Alors en 1922, cette Tchéka devient le GPU, la direction politique d'État, et ce glissement n'est pas seulement sémantique, puisque désormais la police politique n'est plus extraordinaire. Elle devient bien un organe ordinaire du gouvernement et la répression se pérennise. Alors cette police politique dispose d'un dernier instrument qui est la section spéciale, l'OSSO, qui a des pouvoirs judiciaires. Alors, il s'agit d'une troïka, un groupement de 3 membres, qui a le droit de distribuer des peines administratives, c'est-à-dire de distribuer des peines sans jugement et parfois même sans être entretenu avec le prévenu, à la de l'interdiction de séjour dans les chefs-lieux de gouvernement, qui étaient alors les 32 villes les plus importantes, jusqu'à une peine de déportation au camp de travail de 5 ans, renouvelable sans réexamen du dossier. Donc on a 2 facettes politiques de cette police politique, tout à la fois le pouvoir de remplir les camps, mais également de les gérer. Alors, ces camps de travail qui nous intéressent plus particulièrement, donc déjà dès la guerre civile, on utilise les bourgeois des villes libérées par l'armée rouge de Trotsky comme otages, mais surtout comme force de travail servile, au moins pour creuser des tranchées ou dresser des barricades. Alors, le décret sur la terreur rouge du Conseil des commissaires du peuple, présidé par Lénine du 5 septembre 1918, prévoit quant à lui l'emprisonnement dans des camps de concentration pour les ennemis de classe. dont l'idée originelle de ces camps est d'être un remplacement à la prison bourgeoise qui, selon la propagande communiste, conduit à la dégradation de l'individu, empêche sa réinsertion, alors que le camp de travail forcé favoriserait la rééducation par le travail collectif, bien évidemment. Alors, ces camps, ce sont en réalité les anciens camps de prisonniers de guerre allemands vidés par la paix de Brest-Litovsk en mars 1918. Alors, au printemps 19, on a les premiers décrets sur les camps spéciaux qui prévoient la création d'un camp isolé pouvant accueillir près de 300 personnes dans chaque capitale régionale. En 1921, la Russie soviétique compte ainsi déjà 84 camps dans 43 régions différentes qui regroupent un total de 25 000 prisonniers, soit un tiers de la population carcérale. Ces camps sont maintenus tout au long des années 20. Il existe ainsi, avant même la création officielle du Goulag, un réseau structuré et pérenne de camps de concentration aux mains du commissariat aux affaires intérieures en URSS. Alors à présent, je vais procéder à une étude de cas sur le cas le plus connu et le plus documenté, qui est le camp des îles Solovki.
Alors, les îles Solovki, il s'agit d'un petit archipel de 3 îles situées dans la mer Blanche, à une demi-journée de bateau d'Arkhangelsk. Cet endroit est occupé par un monastère orthodoxe depuis le XVe siècle, qui est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'est en réalité un territoire très peu accueillant, puisqu'il est solitaire et balayé par des vents froids. Et dès le XVIe siècle d'ailleurs, les moines avaient aidé à incarcérer les adversaires politiques du tsar et les prêtres schismatiques. Donc dès mai 1920, le site est pressenti pour accueillir une structure punitive. Dans l'édition d'Arkhangelsk des Izviesta propose en effet le site, puisque, je cite, la rudesse du milieu, le régime de travail, le combat contre les forces de la nature seront une bonne école pour tous les éléments criminels. Alors, le 13 octobre 1923, Dzerzhinsky réussit à obtenir au GPU la gestion des biens confisqués des monastères ainsi que des îles, afin de les transformer en camp du Nord à destination spéciale, bientôt renommé camp du Nord à destination spéciale, ou Slon, qui est un mot, qui est l'acronyme et qui est un mot désignant l'éléphant en russe, et qui va rester en fait un peu le symbole de ces îles-là et des débuts du système concentrationnaire soviétique. Cette création est un précédent, puisque c'est le tout premier camp qui est aux mains non du commissariat à l'intérieur, mais bien de la police politique. Ce qui est inédit, qui préfigure et qui anticipe tout à la fois sur les camps du Goulag, qui eux seront aussi gérés par la police politique à partir de 1930. Donc, cette situation inédite permet de mettre en place de véritables expérimentations liées au travail forcé. Alors, en ce qui concerne le Slon, donc, en 1923-1924, les premiers détenus arrivent et sont incarcérés à des endroits différents afin de séparer les droits communs des politiques, afin d'éviter la contamination des droits communs qui sont réformables par les politiques qui, eux, ne s'amendront jamais. En 1925, on a déjà plus de 6000 prisonniers, il n'était que quelques centaines en 1923, qui vivent dans un monde parfait de non-droit. Ici, il n'y a pas d'autorité soviétique, juste l'autorité de Solovki, aurait ainsi répété le premier commandant du camp à tous les nouveaux arrivants. Dans cette autorité des Solovki, c'est une sorte de mélange de négligence criminelle et de cruauté aléatoire. La vie étant rudimentaire dans les églises et les anciennes cellules reconverties, donc les détenus dorment couverts de vermine sur de grandes planches alignées. Mais c'est plus encore le cas hors des enceintes, puisque les détenus qui sont dans les travaux forestiers vont dormir dans les tranchées qu'ils ont creusées dans la journée. D'ailleurs, sur ces 6000 détenus de 1925, un quart périt pendant l'hiver. C'est dire la rudesse des conditions. Donc on a aussi tout un système de torture gratuite, et une inspection à la fin des années 20 révèle par exemple que des gardes avaient attaché en punition des détenus nus dans les clochers glaciaux de la cathédrale, ou qui les avaient assis au banc, comme le montre le croquis au tableau, c'est-à-dire sur des poteaux sans bouger pendant des dizaines d'heures. En l'été, on avait aussi la variante de la torture des moustiques. Les détenus étaient attachés à un poteau dans les forêts grouillant de moustiques, jusqu'à ce qu'ils tombent vidés de leur sang. Ou également des exécutions massives. Alors selon la légende carcérale, vous avez, si vous voulez, sur ce monastère, une colline avec une église au sommet de cette colline qui s'appelle la Sekirka, la colline de la hache. Et cette colline contiendrait 365 marches. Et donc les détenus auraient été exécutés en étant précipités, attachés à un tronc d'arbre du haut de ces 365 marches. Donc au-delà des excès, alors la mesure qui va vraiment préfigurer le goulag dans tout ceci, c'est la mise au point par un ancien détenu devenu gardien, Naftali Frankel, d'une méthode qui consiste à distribuer les rations aux détenus selon le prorata de leur quantité de travail. Alors la conséquence, elle est double. La première, c'est que les camps sont réorientés de leur fonction de rééducation à celle d'institutions mercantiles monnayant le travail servile. Et la deuxième, c'est que cette distribution de rations de famine à des détenus en échange de normes de travail uniques va bien évidemment contribuer à faire grimper en flèche la mortalité. Alors, et c'est aussi cette mesure qui va commencer à développer l'idée qu'en réalité, les camps sont des camps d'extermination par le travail. Et ce modèle est repris dans les années 30, alors que Frankel accède à la haute administration du goulag.
Alors, la dureté des conditions, ces camps ne sont bien évidemment pas rentables. Ils ne remplissent même pas l'objectif initial de l'autosuffisance. Mais ça reste un modèle intéressant idéologiquement pour la police politique et ses soutiens, parmi lesquels Staline. Donc, ils vont devenir, ce camp des Solovki va devenir le véritable modèle des camps du Goulag. Donc, en effet, les Solovki, s'ils sont mortifères, deviennent un modèle dont la police politique se chargeait de faire la promotion, lui permettant également de faire sa propre promotion au sein des institutions soviétiques. En 1927, Yagoda, qui est le nouveau chef du GPU, soutenu par Staline, oppose le Slone aux établissements correctifs du commissariat de l'intérieur, en pointant leurs coûts, leur engorgement, l'oisiveté des détenus et les nombreuses évasions. Alors, le but de Yagoda, c'est de durcir les conditions des prisonniers, les conditions de vie des prisonniers, et d'exploiter leur force de travail dans des projets de mise en valeur des ressources naturelles, vantant les Solovki afin d'en étendre l'expérience aux autres camps de travail forcé. Alors, quelques années plus tard, c'est bien évidemment chose faite avec la création du Goulag. Bon, cette généralisation passe aussi par une mesure judiciaire de la fin des années 20, qui est l'envoi en camp de travail de tous les détenus condamnés à une peine de 3 ans de prison au moins. Donc désormais, l'envoi en camp ne tient plus à la nature de la peine, mais bien à sa durée. Et ce qui provoque un remplissement des camps au début des années 30. Alors, dans le folklore carcéral russe, les Solovki sont considérés comme le premier camp du Goulag. Bon, les références au Slone sont nombreuses dans les chansons de camp et la culture criminelle russe, notamment dans les tatouages. Donc, vous avez par exemple un tatouage de l'acronyme Slone sur la main présentée à droite, comme le symbole de l'éléphant qui est assez fréquemment tatoué sur le corps des prisonniers russes. Donc, on a également un acteur des camps dans les années 50-60, qui est le gardien de camp Nansik Baldaev, qui est un dessinateur, c'est de lui d'ailleurs dont je vous ai montré les illustrations précédentes, qui s'est illustré dans la conservation des mémoires des détenus à travers la photographie et la reproduction dessinée de leurs tatouages, et qui imagine et dessine également des scènes des Solovki, telles que se les présentent détenus et gardiens des périodes postérieures. Alors là, vous voyez, sur cette scène, par exemple, dessinée dans les années 60, il associe la naissance du Goulag à la Terreur rouge en 1918, alors bien évidemment elle est postérieure de 12 ans, et les détenus sont conduits dès 1918 au camp des Solovki, c'est marqué sur la muraille, qui bien évidemment n'existait pas à cette époque-là, mais ça reste dans les représentations. Donc reste l'idée que les Solovki furent un lieu de répression débridée, inhumaine, quand les choses n'étaient pas encore régulées dans les années 20, par opposition à une situation carcérale dans les années 50-60 jugée plus vivable et plus normale. Donc, le 27 juin 1929, le Politburo décide, dans un souci de rationalisation des ressources et des dépenses de l'État, de créer un réseau de camps autonomes devant accueillir 50 000 détenus de plus. Donc, par cette même décision, les camps de concentration du GPU sont renommés camps de travail correctif. L'année suivante, l'administration des camps devient l'administration principale des camps du GPU. L'acronyme de cette nouvelle institution, Goulag, finit par faire partie intégrale de la vie de millions soviétiques, ainsi que par devenir un nom commun, un nom qui occulte jusqu'à aujourd'hui la mise en place du travail forcé en URSS dans les années 20, et permet de sauver le mythe de la révolution d'octobre 1917 et de la première soviétisation en chargeant le stalinisme de toutes les dérives du système communiste. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci à Anthony pour sa présentation. Je vais tout de suite ouvrir une fois le débat. Est-ce qu'il y a des questions dans un premier temps, sinon j'en aurai moins. En fait, c'est juste ce qui m'intrigue, c'est quand il y a la photo le dessin avec les tatouages qu'il y avait recensés. En fait, il y a une croix gammée sur un doigt. Oui. Il faut savoir aussi que dans la culture criminelle russe, notamment après les années 40, les symboles fascistes et nazis vont être repris justement parce que ça fait hurler les autorités, d'une part, et c'est un petit peu, on va dire, le symbole
voilà, c'est un peu l'anti-soviétisme incarné de toute façon, le nazisme. Et d'autre part aussi, de toute manière, dans les milieux criminels, l'antisémitisme a été très largement répandu et les références au nazisme, du coup, très très fréquentes. S'il y a d'autres questions. Oui, ma question c'était au niveau du système carcéral russe, quelle est la proportion des infrastructures qui sera reprise par le système soviétique par rapport au système tsariste? Est-ce qu'ils ont vraiment repris la totalité des structures ou est-ce qu'ils ont vraiment innové en termes de, on va dire, de réseau, de structures concentrationnelles? Alors ils ont innové, ils ont tout repris. Les prisons ont été toutes reprises, mais comme de toute façon ils n'avaient pas assez de place, ils ont dû créer de nouvelles structures. Voilà. Et ensuite ces prisons se sont transformées après en sas d'accès au goulag. D'autres questions? Bon, bonjour Adrien Marquez. Je suis chercheur et je voulais savoir un peu pour ouvrir à ce magnifique exposé. Donc tu as démontré, prouvé, je pense, que la révolution russe, comme toutes les révolutions de l'histoire de l'humanité, ne sont que en fait des fausses révolutions. Et je voulais savoir si, en quoi les personnes qui pensent qu'une révolution est possible aujourd'hui seraient-elles différentes de toutes celles que nous avons vécues lors de l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est une question ouverte. Pour le coup, c'est plus philosophique, effectivement. Est-ce que... C'est pas une réponse, c'est pas vraiment une question à laquelle on peut répondre de manière totalement catégorique, bien évidemment. Alors après, ce qui est certain, c'est que de toute façon, tout système utopique lors de sa réalisation va être attaqué par les catégories qui, de toute façon, ne peuvent pas rentrer dans le nouveau système qu'il propose. Et de toute manière, les révolutions, afin d'être pérennisées, ont toutes recouru à la terreur. Ça, c'est absolument quelque part universel. Je ne connais pas une révolution qui n'ait pas éliminé ses opposants pour pouvoir survivre. C'est quasiment impossible. Ça, c'est même plus éliminer ses opposants, là, c'est éliminer. Ils ont éliminé tout le monde, en fait. Oh non, il y a encore des Russes aujourd'hui, ils n'ont pas éliminé toute la population, mais... Voilà, alors effectivement, après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 20, on est encore dans la logique d'élimination des opposants, et dès la deuxième moitié des années 20, quand il n'y a plus d'opposants, il y a un début, on va en fait maintenir ce système-là pour justement disposer de main-d'œuvre. Et dans les années 30, la première fonction du goulag, ce n'est pas la répression, mais c'est bien d'être le premier pourvoyeur de main-d'œuvre du RSS. Je vais faire l'effort alors. Vous avez démontré que le système concentrationnaire soviétique, il démarre dès Lénine. La question que je voulais me poser, c'est effectivement sous Staline, on a l'image arbitraire de Staline qui annote des listes de noms et qui va directement en fait créer des quotas. Est-ce que cette notion de quota elle existe déjà chez Lénine ou est-ce qu'on va être plus ou moins ciblé sur les opposants où on a déjà une notion d'arbitraire total? L'étude comparée à Staline Death Note que tu as 10 minutes. Alors, cette politique des quotas, elle n'existe pas encore. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est propre aux années 30 et à la paranoïa stalinienne. Ouais. C'est pas, et là, on a un problème inverse qui est ensuite, pour les organes de la répression, de remplir les camps et les quotas avec des gens qui sont le plus souvent innocents, et juste parce que justement, il y a une course aux quotas et aux chiffres. Voilà, donc non, au début on chasse véritablement les opposants à la Révolution et ils sont effectivement très très nombreux. Et c'est ensuite après que cette logique va se transformer petit à petit et c'est quand même très lié à la personnalité de Staline. On sait aujourd'hui que le génocide arménien donc en 1915 a inspiré, si je puis dire, Hitler dans son processus d'extermination. Et pas que l'Empire ottoman et Mustafa Kemal en particulier a inspiré Hitler. Est-ce qu'il y a eu des études sur les transferts qu'il y aurait pu avoir entre l'Empire ottoman et la politique
qui découle de 1917. Alors là, je ne pourrais pas répondre, et ce d'autant plus qu'en fait la volonté de la répression en URSS n'est pas tant l'extermination que... il y a une volonté d'élimination physique. En camp de concentration, le but c'est toujours d'isoler du reste de la société une catégorie que vous ne voulez pas voir mêlée au reste de la société. Mais la volonté d'extermination est, il me semble, absente dans les années 20. Et après, elle intervient sous Staline, au fond, plus par incurie que par réelle volonté, puisque le but c'est quand même de disposer de main-d'œuvre servile. Donc je ne sais pas si les comparaisons sont réellement possibles. Il y a un débat qui fait rage de l'autre côté. Visiblement, la philosophie et l'histoire. Une question peut-être. J'avais une question à poser. Donc, tu avais dit qu'il y avait deux catégories de prisonniers dans le goulag, des prisonniers de droit commun et des prisonniers politiques. Or, il y a quand même un côté permissif entre ces deux statuts. Donc, comment est-ce qu'on pouvait vraiment identifier les prisonniers politiques et identifier les prisonniers de droit commun? Et quels, par exemple, des prisonniers de droit commun étaient en fait des prisonniers politiques? Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est une question qui est très riche, parce que justement, il n'y a pas de frontière nette. Le prisonnier politique va être considéré comme celui qui va être condamné plutôt par l'article 58, mais dans les années 20, les prisonniers politiques vont être plus nettement identifiables, puisqu'il s'agit de membres en général de partis adverses qui vont être isolés des autres détenus et qui vont, du moins au début, bénéficier de privilèges. Ensuite, c'est vrai que la frontière se brouille, puisque de toute manière, on peut être condamné pour des motifs politiques pour à peu près n'importe quelle manière. D'accord ? Par exemple, un chauffeur de bus qui a un retard dans les années 30 à son travail est considéré comme un déserteur et risque 3 années de camp pour la simple et bonne raison que pour Staline, les transports sont un secteur essentiel à la sûreté de l'État, et donc il met en défaillance cette sûreté de l'État. Voilà. Donc effectivement, où s'arrête la politique, où commence le droit commun, c'est effectivement assez compliqué. Après, il faut savoir aussi que les droits communs souvent disposaient d'une culture propre au sein de ces institutions qui pouvaient passer ceux qui se revendiquaient véritablement comme des criminels et qui passaient justement par certains exemples que je vous ai présentés, tels que le tatouage, la chanson, l'adoption de pratiques qui sont propres à ce groupe-là. Et mais après, si vous voulez, il y a aussi l'immense majorité des soviétiques qui passent par ces camps, qui sont juste des pauvres types raflés un petit peu au hasard et qui, au fond, ne se posent pas vraiment la question de savoir dans quelle catégorie ils sont. Alors, une question peut-être un peu bête, mais alors, il y avait 3 factions au niveau de la guerre civile. Il y avait les armées rouges, donc ça, le rouge, ça renvoie au communisme. Les armées blanches, ça renvoie à la monarchie. Mais les armées vertes, ça renvoie à quoi? Pourquoi on les appelait les armées vertes? Voilà. C'est tout simplement qu'il faut bien trouver... le symbole du communisme, rouge, ok, monarchie, blanc, ok. Vert, à la base, c'est les armées paysannes, donc ensuite on l'a surnommé comme ça, plutôt. Je sais pas comment ça a commencé. Elle se revendique pas. Donc, dans certaines régions de Russie, notamment en Ukraine, il y a des armées qui sont apparues un petit peu spontanément ou qui sont issues de la désolidarisation d'armées un petit peu plus importantes, et qui effectivement étaient des armées de paysans qui se sont revendiquées comme des armées vertes qui, au-delà des buts politiques, cherchaient surtout par exemple à acquérir leur propre terre et à gérer leur communauté. Et pas mal aussi d'anarchistes ukrainiens ont été incorporés, comme Markno, dans ces armées vertes. Oui, mais ça, les armées vertes, c'était plus la Makhnovtchina, et ouais. Markno ne se définissait pas comme... Non, c'est vrai, mais en fait, le concept d'armée verte, au fond, il est assez récent. C'est quelque chose d'assez récent. Et le but, c'est justement de mettre le doigt et de pouvoir mettre un nom sur tous ces espèces de mouvements spontanés en Ukraine qui n'ont pas nécessairement
les mêmes aspirations, mais qui malgré tout existaient et ne se reconnaissaient ni dans les armées blanches, ni dans les armées rouges. Ouais, une question un peu plus historiographique, parce que justement c'est pour le centenaire de la Révolution, et je sais qu'au début des années 90, les archives ont été ouvertes en URSS, et ce qui a permis en particulier la recherche scientifique de se développer. Et récemment, j'ai envie de dire depuis le premier mandat de Poutine, mais particulièrement dans la dernière décennie, on a une fermeture des archives soviétiques, et on a une mémoire ambiguë de la part du gouvernement russe actuel sur l'époque soviétique, à la fois la grandeur stalinienne, etc., qui est encensée, et en même temps une alliance avec l'Église orthodoxe. Et ma question portait plus précisément sur quelle est, à votre avis, la transmission de cette idéologie des camps de travail dans la politique pénitentiaire russe actuelle. C'est-à-dire, est-ce que ça reste quelque chose de fondamental, les camps de travaux, une distinction entre prisonniers politiques et prisonniers de droit commun, ou est-ce qu'on a changé de logiciel depuis la chute de l'URSS? Alors, je connais un petit peu moins la situation carcérale russe ancienne, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe toujours ce qu'on appelle des colonies pénitentiaires, voilà, qui sont donc des établissements effectivement qui vont mettre en général les détenus au travail dans des régions un petit peu isolées. Mais après, de là à savoir s'il y a vraiment une distinction entre les politiques et le droit commun, c'est un peu complexe. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins un droit commun, puisque la justice, on va dire, enfin, c'est sujet à débat, mais la justice extraordinaire qui ne passe pas par les tribunaux réglementaires n'existe pas en Russie aujourd'hui. Alors après, les injonctions du pouvoir sur tel ou tel juge, ça c'est une autre histoire. J'ai presque envie de dire que les prisonniers politiques sont considérés comme des prisonniers politiques parce que l'opinion publique va justement les désigner en tant que tels. Un tel a été envoyé en prison justement à cause de ses opinions et pas tant pour l'accusation qu'on essaie de lui mettre sur le dos. Donc je pense que c'est plutôt au sein de l'opinion publique aujourd'hui qu'on va avoir cette distinction. Les oligarques qui sont concurrents seront toujours inculpés sous détournement de fonds, quelque chose. On fait glisser en fait sur quelque chose de bête. On trouve toujours de toute façon. Qui est pénalisable plutôt que avec quelqu'un en prison pour rien. C'est peut-être d'autres questions. Comment s'est installée les mœurs de la vie à la soviétique, le communisme, l'éducation des enfants, comment ça s'est installé après l'égalité pour tous? Alors, ça, c'est une question quand même qui est très 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 vaste. Hein. C'est l'instauration du communisme dans la vie quotidienne. C'est un processus qui va passer tout à la fois par l'éducation des enfants, mais aussi par des manifestations collectives. On va essayer de transformer un petit peu les méthodes de vie dans les années 20 et dans les années 30. Bien évidemment. Si vous regardez bien, justement, ces moyens répressifs ils sont mis en place parce qu'on considère que certaines personnes ne peuvent pas adopter ce mode de vie soviétique suffisamment rapidement. Donc ça prend toutes les années 20, toutes les années 30, et on peut dire à la limite que les vrais soviétiques, ce sont les enfants qui sont nés à partir de cette date-là et qui n'ont pas connu l'ancien régime. Vous avez parlé tout à l'heure d'un livre, L'archipel du Goulag, qui était sorti en 73. Mais à quelle date sont vraiment arrêtés les goulags? Donc à quelle date on a fini d'envoyer des hommes en Sibérie, tout simplement? Alors, la suppression de l'institution en tant que telle, c'est 1960. Alors, sa suppression du goulag. Après, il faut savoir que ces camps ont été désengorgés dès 1953 à la mort de Staline. En fait, Staline imposait un véritable verrouillage autour de ces camps, puisque en réalité, ils n'étaient pas rentables. Voilà, c'était un secret de polichinelle dans les organes du NKVD. Ça engloutissait des millions de roubles d'investissement pour un retour qui est quasi nul.
pour la simple et bonne raison que le prisonnier que l'on met au travail n'est absolument pas intéressé à son propre travail et se contrefiche de bien le réaliser. Voilà, donc par exemple, vous allez louer des détenus pour monter une usine. Le détenu, par essence, il va essayer de tricher, de resquiller, et vous vous retrouvez avec des murs qui en fait sont remplis de mousse au lieu du mortier et qui vont s'effondrer au bout de 5 ans. Donc c'est une véritable catastrophe économique sur le long terme. Donc en réalité, dès la mort de Staline, les autres dirigeants vont commencer à vider les camps. Voilà. Et Beria, qui était le chef de la police politique, en tête, justement, pour essayer, par cette clémence, de briguer, d'avoir le soutien populaire pour pouvoir briguer la première place. Après, c'est un système qui va perdurer à petite mesure jusqu'aux années 80. Autre question? Sinon, on va peut-être relancer le débat philosophie d'histoire. Parce que visiblement, il y avait eu des échanges assez vifs. Est-ce que l'un de vous veut exposer son point de vue sur les rapports de philosophie-histoire? Je trouve que c'est très important de toujours relier la psychologie, la philosophie, l'histoire, c'est très intimement lié. C'est vrai que chaque chercheur a envie de dire non, je suis historien, je dois rester dans l'histoire, la psychologie aussi, et la philosophie ici, mais c'est vraiment très lié. Et moi j'encourage d'ailleurs tous les étudiants et tous les chercheurs à vraiment faire le lien entre ces trois sciences humaines parce qu'elles sont vraiment très liées. Et je disais notamment, on débattait avec mon collègue que je pense honnêtement que la plupart des révolutions n'ont jamais été à l'origine entre guillemets de la population en détresse, mais beaucoup plus d'une certaine forme d'élite qui a commencé à croître et qui a décidé à un moment donné de prendre le pouvoir et qui a fait en sorte de, entre guillemets, influencer et manipuler la population pour y arriver. D'ailleurs, il y a un écrivain que j'admire énormément qui avait beaucoup étudié aussi l'histoire, bien sûr, c'est George Orwell de 1984, et qui explique très précisément cet état de fait. Et d'ailleurs, ce livre, c'est pas juste un livre d'anticipation, c'est un livre qui a été beaucoup approuvé, notamment par beaucoup de chercheurs, que ce soit en histoire, en philosophie, en psychologie. Voilà. Donc moi, je nuancerais ce que tu as dit, quoi. Dans le sens que moi, je pense en réalité que finalement, c'est quoi le vrai moteur des révolutions? C'est finalement l'espoir, quoi. Alors, un espoir qui est certes à chaque fois trahi, mais dans l'absolu, je pense que ce qui alimente une révolution, c'est finalement l'espoir d'un monde meilleur, quoi. Alors, parce que chaque révolution, quoi qu'on prenne, que ce soit la révolution française, la révolution espagnole, la révolution russe, dans une certaine mesure aussi peut-être la révolution chinoise, il y a l'idée que la société est corrompue, qu'il y a une certaine détresse de la population, et qu'après, de cette détresse, il y a l'espoir que finalement, il y ait un monde meilleur. Alors, ce monde meilleur peut s'améliorer soit par le communisme, soit par une certaine forme de démocratie, sans dire son nom dans le cas de la Révolution française. Mais après, voilà, la révolution, finalement, c'est pas grave. La révolution, finalement, ce qui alimente la révolution, finalement, c'est une forme d'espoir. Alors, un espoir qui est trahi après, parce qu'après, il y a, même si après on chasse des élites qui sont corrompues, il y a toujours après d'autres formes d'élites qui soit ont l'arrière-pensée de devenir des élites, soit le deviennent par la force des choses. Mais après, voilà, c'est plus une idée d'espoir. Et c'est 1987, t'as dit 1984 d'Orwell. Quelque part, Orwell, c'est plus une parabole de ce que devient une société après une révolution, quoi. Après, il y a un auteur... Ouais. Il y a un auteur russe du nom de Zamyatin qui s'appelle Nous autres, je ne sais pas si vous connaissez bien, qui a un peu écrit à peu près la même chose sur la révolution russe. C'est en gros une certaine parabole de ce que serait une forme de société sans État, quoi. Voilà. Donc, voilà. Tony, bon courage. Non, j'ai quand même quelque chose sur lequel rebondir. De toute façon, si on regarde la théorie marxiste, le but c'est justement de créer une société dans laquelle l'État est absent. D'accord ?
la société marxiste est une société qui est complètement autogérée par ses composantes travailleuses. Et de toute façon, l'État n'a plus de raison d'être puisque tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, là où la révolution de 1917 s'en éloigne dans sa mise en application pratique, c'est que, au contraire, pour pouvoir perdurer, Lénine et les bolcheviks ont créé un État fort justement pour pouvoir résister. À partir de là, ça a été un petit peu le début de la fin de l'utopie, puisque cet État a fini par annihiler toute la société et par se surimposer à toutes ses dimensions. Donc à partir du moment où vous avez un État qui, après, dans les années 30, va tenter de lutter pour sa propre survie, mais à vide, puisque de toute façon il a déjà éliminé tous les opposants, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils finissent par disparaître. Donc l'utopie est morte. Après, c'est vrai qu'il y a un phénomène souvent de course en avant, de fuite en avant, dans certaines mesures, parce qu'il y a souvent les fractions les plus radicales qui vont essayer d'imprimer le mouvement le plus pur, quitte à employer tous les moyens pour parvenir à l'accomplissement de leur objectif. Là, pour le coup, on peut faire un parallèle avec la terreur. D'ailleurs, terreur rouge, c'est pas pour rien. Bonsoir à tous. Oui, tu disais, oui, la société marxiste, effectivement, c'est débarrasser de l'État et gérer le tour d'autogestion. Mais bon, quand même, Marx, il débarque pas de la dernière pluie. Il a quand même conscience que ça va pas se faire du jour au lendemain. Du coup, il théorise le socialisme, c'est-à-dire l'appropriation des moyens de production par la classe ouvrière et comment y arriver via des nationalisations, via un contrôle très fort de l'État. Et c'est dans cette logique-là que Lénine s'est engagé, que Staline va perdurer, et que Staline va s'effectuer. Alors oui, on peut dire, est-ce que l'Union soviétique, c'est une société marxiste qui a fonctionné? Objectivement, en fait, oui, puisque c'est un socialisme qui a perduré. Ça n'est pas le communisme dans sa phase finale, mais c'est une voie vers le communisme. Voilà, c'est juste une petite précision. C'est vrai que c'est assez ironique de constater que finalement communisme et anarchisme se rejoignent dans leur stade final mais divergent totalement finalement dans leur manière d'y arriver dans une certaine mesure. C'est un peu l'idée. Oui, justement, pour reprendre cette comparaison entre communisme et anarchisme, on voit que le système concentrationnaire, ou en tout cas le système de répression à l'opposition politique se met en place très rapidement. Et alors même s'ils n'ont pas eu le temps, qu'en est-il des autres factions, en particulier des anarchistes et des blancs, quel est au sein de leur propre territoire qui contrôlent la mise en place on va dire des opérations de répression qui vont avoir lieu, en particulier chez les anarchistes? Les anarchistes, je ne connais pas très bien, mais pour le coup, en tout cas, les blancs, ça se passe par massacre de masse assez fréquemment. Ça, y a pas de... Alors effectivement, sur l'anarchisme, je ne saurais pas répondre, là c'est vraiment très complexe. Mais en revanche, effectivement, chez les blancs, on ne s'embête pas. De toute façon, il y a l'idée que les blancs voulaient au contraire le retour soit du système d'Ancien Régime, soit de la révolution libérale pour d'autres. Et du coup, ils vont plutôt passer par la répression, l'exécution, l'emprisonnement, des choses au fond qui sont très très classiques. Voilà, il n'y a pas. Et puis ensuite, quand ils se retrouvent en situation de stress, ils sont en passe de perdre. Ils peuvent pas. Ils ont quelque part pas de système naissant à sauvegarder, donc ils n'ont pas vraiment la volonté de créer quelque chose de nouveau. Ouais, pour les verts et les anarchistes, je suppose peut-être un peu, mais il y a, vu que ce sont des groupes qui sont finalement plus réduits, même si certaines armées vertes pouvaient atteindre plusieurs dizaines de milliers d'hommes dans certains cas, ils vont généralement attacher à un certain territoire et souvent ça va être des résonances extrêmement complexes. Donc ça va plus opérer par règlement de compte assez direct. Et il y avait une certaine paranoïa en plus, l'idée qu'il y ait des agents infiltrés de tous les camps, un petit peu partout, etc. Pour une suspicion en général, on résout le problème assez rapidement. Pour rebondir en partie par rapport à ce que je disais aussi tout à l'heure, comme je l'ai dit, donc ce qui alimente une révolution, c'est aussi d'une certaine façon l'espoir. Et donc les armées blanches, finalement, quand elles ont combattu dans la guerre civile, c'était quoi? C'était en gros des massacres de masse.
Le cas donc des anarchistes de la Makhnovchina ou même dans une certaine mesure des armées rouges de l'État bolchevique qui allait naître, c'est finalement qu'il y avait quand même au moins à ses débuts une certaine forme de moralité, par exemple pour ce qui est par exemple de l'antisémitisme. Il y avait un antisémitisme qui était quasiment assumé chez les Blancs. En revanche, alors certes il n'y avait pas d'antisémitisme inexistant chez les Rouges, c'est vrai, mais il y avait quand même une certaine volonté de combattre l'antisémitisme. Et quelque part, il faut aussi voir qu'il y avait chez les chefs bolcheviques, au moins au début de la révolution bolchevique, une certaine quantité, par exemple, de dirigeants juifs, qu'il n'y avait pas, par exemple, chez les Blancs, qui était totalement inenvisageable. La Makhnovchina, Makhno avait un principe de tolérance zéro vis-à-vis de l'antisémitisme. Ce qui fait que ça a quelque part créé une forme d'espoir et une certaine volonté, on va dire, de certaines populations. Alors, j'ai cité l'exemple des Juifs, donc il y a peut-être aussi d'autres cas de figure qui peuvent se justifier, mais une certaine forme d'espoir et d'ascension sociale dans une certaine société, et l'espoir peut-être d'un monde meilleur, dans le cas donc d'une société entre guillemets soviétique, même si dans la logique marxiste évidemment c'est l'État soviétique, c'est un non-sens, mais voilà, il y avait ça. Et après, voilà. Pour les juifs, c'est sûr. Après, il y a quand même aussi le fait que justement, puisqu'il y a un idéal derrière, un absolu, en général, on a tendance à un petit peu tout justifier. Et en tout cas, des règlements de compte de masse, on a eu aussi, quand les armées vertes sont vaincues, en général, ça se termine pas, voilà, en face. Pour rebondir un petit peu sur tout ça, ça n'en finit pas. Après, j'arrête, c'est promis. Il y a quelques semaines, je relisais le recueil de nouvelles d'Isaac Babel, Cavalerie Rouge. En fait, Isaac Babel était lui-même d'origine juive et s'était engagé dans la Cavalerie Rouge de Boudieni. Et donc ce sont des courtes nouvelles qui justement racontent avec des histoires de massacres dans la steppe, dans le coup de sabre. Et en fait, sur la question de l'antisémitisme, effectivement, c'était quelque chose qui était quand même assez répandu sur la base parmi lesquelles recrutaient les Rouges. Et il y avait, du moins c'est transparaît dans ces nouvelles-là, un travail constant de mais non camarades, c'est pas les juifs le problème, non, le problème c'est le capital, d'essayer de réorientation justement de cet antisémitisme chez certains cavaliers rouges vers justement le capitalisme. Et l'autre chose, c'est que effectivement, à travers ces nouvelles, et je pense que là, de manière très prosaïque, c'est vraiment la réalité. Quand on attrape un opposant ou qu'on réprime en temps de guerre, là on sabre et puis on n'en parle plus, quoi, et on laisse le cadavre au milieu de la steppe et puis les vautours s'en chargeront, quoi, tout va bien. Voilà, on va pas s'embêter à monter des camps. Hein. C'est vrai qu'en général dans les récits de la guerre civile, ils règlent le problème très rapidement, de manière parfois un petit peu hâtive peut-être. Il y a une dernière question, sinon je pense que nous allons pouvoir clore cette assemblée, mettre fin à ce soviet. Nous remercions encore Anthony Cambon pour son intervention. Et je vous donne rendez-vous pour le 20 novembre pour un café débat autour des Vikings. Vikings voyageurs aussi bien en Russie, justement, avec ceux qui sont partis à les Russes, et vers l'ouest avec l'Irlande, l'Islande et peut-être même l'Amérique. Oui, mais on va plutôt rester vraiment aux extrémités. C'est trop connu, on va essayer peut-être de partir un peu plus loin. Voilà. Peut-être. Non, bon, d'accord. Bon. Merci en tout cas pour être venu. Si jamais vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez signaler des points, n'hésitez pas à venir nous voir. Ne serait-ce que pour adhérer, même, pourquoi pas. Merci.